Rebonjour à vous. Après cette petite coupure de courant, on revient. Je représente ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait de la BD et de l'adaptation en manga en BD ou de webtoon en BD. Et je suis toujours accompagné de Rutil et de Jérôme. Jérôme qui a fait Albator et Senseiya en BD. Et Rutil avec Diane Truc qui a fait Colossal en webtoon et maintenant en BD. Toi, c'est chez Canard et toi, c'est chez Steinkiss. Jungle. C'est la même boîte, mais c'est Jungle. Et on était en train de parler de l'adaptation, comment on adaptait, et des difficultés aussi qu'il pouvait y avoir, et comment les gens pouvaient appréhender des choses. Et derrière, il y a des gosses en délire. On a peur. On a peur, venez nous chercher. Et qu'on ne s'entend pas du tout dans cette cage. Et qui se prennent en photo aussi, c'est marrant. Bref. Quel succès tu as, Quel succès. Eh bien, on va continuer sur cette discussion tout à l'heure. On parlait de la difficulté de l'adaptation et de l'appréhension des gens qui ne connaissent pas forcément les choses. Alors, je vais juste parler aux gens qui sont derrière. Pas de bruit, s'il vous plaît. Merci. Et donc, je voulais savoir, est-ce que c'était l'appréhension, les gens, quand la première fois qu'ils prennent le bouquin, aussi bien sur le webtoon, ils ont vu le bouquin, et toi, ils ont fait, Senseiya, normalement, c'est un manga. Est-ce qu'il y a eu des difficultés de voir ça ? Oui, alors au-delà de dire que c'était un manga, il y en a beaucoup qui ont dit « Oula, moi j'aimais la série originale, donc je pense que je ne vais pas aimer ». Ouais. Il y en a beaucoup qui malheureusement font ce raisonnement-là, sans trop savoir si on va être respectueux, pas respectueux, etc. Et puis après, il y a la deuxième chose, c'est le format. Et il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais du moment que c'est pas un manga ou du moment que c'est pas japonais, ça ne m'intéresse pas, c'est une fanfiction. » Qu'importe, il y en a beaucoup qui disent « Même s'il y a eu une collaboration avec l'auteur original, et c'est le cas, ça a moins de valeur que si c'était japonais. » Nous, au contraire, on est plutôt fiers de dire qu'on est les tout premiers à... Ça ne s'est jamais fait avant, une coproduction comme ça. Oui, même pas aux États-Unis. Mais même pas aux États-Unis. C'est la première fois que des auteurs japonais, en plus aussi connus que Matsumoto ou Kurumada, laissent leur bébé à d'autres dessinateurs qui ne sont pas japonais. Voilà. Alors, il y a eu évidemment des films d'animation, des choses comme ça, dont l'argent venait certainement d'autres pays. Mais il y a toujours quand même une équipe japonaise derrière. Là, c'est vraiment la première fois que l'équipe n'est pas japonaise. Et oui, ça fait partie des choses dont on s'est un peu heurté à ça, mais on en est fiers. Et je pense qu'on a réussi malgré tout en montrant que l'album est de qualité. Enfin, j'espère, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais en disant que voilà, l'objectif est atteint, de voir que le respect est là. L'auteur original est le premier à être satisfait de l'œuvre qu'on a faite, donc c'est déjà beaucoup, quoi. Quand tu reçois des messages du Japon pour te dire « c'est formidable, continuez comme ça », ça donne toujours plus envie que il faut corriger ça, ça et ça, quoi. Donc voilà, ça donne plus de force et je pense qu'il y a une certaine fierté de l'avoir fait comme ça. Et est-ce que c'était compliqué au niveau des droits ? Alors ça, il faut que tu poses la question à mon éditeur, mais ce qui a aidé à la négociation, alors pour Senseiya, c'est venu après Albator. C'est la même équipe, à part l'auteur original, c'est toute la même équipe parce que c'est les mêmes éditeurs papier, c'est Akita Shoten. Et donc, ils ont vu comment on a travaillé sur Albator, ils ont compris notre process de validation, ils ont vu qu'on respectait les délais, quand ils nous demandaient des corrections, on était là pour les faire, etc. Donc, ils savaient qu'ils étaient en situation de confiance avec l'équipe avec laquelle ils bossaient. Donc, pour Senseiya, ça s'est fait plus facilement. Tout était à faire, enfin, le tunnel, il fallait le creuser pour Albator, quoi. Et donc, oui, je suppose que c'est compliqué, en tout cas, d'après tout ce que les gens ont pu nous dire, parce qu'on n'est pas les tout premiers à avoir essayé de faire des collaborations. Donc, oui, c'est compliqué. Mais ça a été grandement facilité par le fait que très vite, ils ont ressenti toute la passion qui nous habitait, quoi. Ce que je te disais tout à l'heure, nous, on est là pour faire briller la licence. On n'est pas là pour tirer la couverture à nous, récupérer le nom de la licence pour faire quelque chose de bankable. On est là vraiment pour faire briller la licence. Et quand ils ont compris ça, c'était très touchant parce que Matsumoto, c'est un monsieur qui a 85 ans. Là, il a fêté ses 85 ans il y a 2 jours. C'est un monsieur formidable. Les messages qu'il nous envoyait du Japon, c'était... La première fois que j'ai envoyé mes planches, j'étais un peu comme ça, quoi. Et il me disait, on sent toute la passion qui vous anime quand vous dessinez l'album. Continuez à mettre autant de passion, continuez à vous faire plaisir parce que je sens que vous vous faites plaisir aussi. Et ce plaisir-là, il va être communiqué auprès des lecteurs. Et si je peux être un tremplin pour une jeune génération, c'est moi qui vous remercie
de refaire mon personnage, quoi. Tu vois, un peu le. Classe, Après, moi, j'ai pleuré pendant 3 jours, mais tu vois, c'est cet ordre d'idée-là. Ouais. Donc, on est tellement heureux d'avoir une collaboration comme ça que. Et surtout que c'est sur des histoires inédites. C'est des histoires inédites. C'est pas non Après, plus un truc. Il faut respecter le cahier des charges qu'on nous donne. Hein. On avait un cadre bien précis. Quand il nous a laissé la porte ouverte pour raconter des choses inédites, on a sauté sur l'occasion parce que c'était génial, quoi. Et pareil, je coupe pour toi, parce que c'était c'était en webtoon, et le public maintenant il le voit en BD. Il dit il y a toujours cette question là de j'avais parlé avec l'autrice de My Lovely Bodyguard. non pas du tout Let's Play. Ah oui. De Lynn McKensick. Ouais. Et elle disait moi j'ai fait un webtoon, du coup je vois pas l'intérêt de la BD. Alors, j'ai une réponse absolument parfaite à ça. Non, mais Parce que ouais, c'est la plupart. bon, moi, donc du coup, je suis un peu transfuge. Je viens du papier, j'ai fait du numérique. On n'a pas pensé encore une fois au papier. Diane, elle vient du monde de l'animation. Une fois que la publication de Colossal était finie, elle était en mode, je sais pas, je retourne bosser dans l'animation, c'est bon, j'ai fini moi. Mais je l'ai retenu par le slip. Il y avait 9 éditeurs qui se sont battus en fait pour avoir Colossal en papier. Donc on n'a rien demandé en fait. On n'est pas allé chercher qui que ce soit. On s'est battu pour nous. Et on s'est dit, on a fini par se laisser convaincre parce qu'on a vu que déjà il y avait des webtoons qui sortaient en papier. Parce que moi je me disais que c'était pas trop possible à cause du scroll, à cause de machin. Et au final je regardais les heures et je me disais, c'est pas si mal, ça passe assez bien en fait. Donc je me dis déjà c'est possible. Ensuite, parmi les 9 éditeurs, il a fallu faire le choix parce qu'on a été très courtisés donc. Et notre choix s'est porté à un des arguments de poids en fait. Chez Jungle, c'est notre éditrice Anne-Charlotte Welge qui bossait à la fabrication chez Pika. Et qui en fait avait vraiment une vision pour l'objet lui-même. Donc quand je te dis qu'il faut jouer le jeu de tout, en fait, genre jouer le jeu de la parution en ligne, tu penses pour ton truc en ligne. Si jamais tu fais une adaptation en papier, tu joues à 100% le jeu du papier, c'est-à-dire que tu peux pas mégoter sur la qualité du truc, tu peux pas dire, je vais le faire à la va-vite, je mets les cases dans n'importe quel ordre, go, faut profiter de l'effet de mode, de machin, etc. Donc on a bossé comme Jaja, si tu veux, sur cette adaptation papier. Parce que tout le long, Anne-Charlotte, elle était là, genre, quel pantone vous voulez, le tranche-fil. On a fait des choix tout le long. Il faut savoir que Diane et moi, en plus, en dehors d'être des autrices publiées, on fait aussi du fanzina. Donc on s'auto-édite parce qu'on adore ça et que on met vraiment la main dans la pulpe à papier. Tu vois, il y a ce côté, on a un rapport en tant que BDaste au livre, à l'objet, qui est très respectueux et on voulait absolument pas en fait que ça soit un pis-aller. Tu vois, que les gens achètent, mais en mode j'ai aimé votre série. Là, j'achète parce que c'est vous, mais enfin, tu sais, l'air un peu gêné, tu vois. Ouais. Non, je voulais que ça soit attractif. Je voulais que les gens le veulent, tu vois. Et au final, là, j'ai fait un peu le tour du festoche. Même la concurrence, c'est-à-dire même les éditeurs à qui on a dit non, ils ont fait bel objet. L'édition, elle est réussie. Et parce qu'il y a, aussi bien pour les deux, il y a un travail de découpage que tu ne peux pas retrouver dans un autre médium. Il faut prendre à chaque fois, on est là pour parler d'adaptation, mais il faut prendre à chaque fois, très honnêtement, ce que c'est, et donc respecter. Tu vois, on parlait justement de l'unité. Enfin, la BD, ça se pense en unité. Ça se pense en fait, une BD, c'est pas une illustration avec un texte, c'est 2 cases qui se suivent minimum. C'est comme ça que le définit Scott McCloud dans son bouquin. Donc après, tu penses en fait les unités entre elles, 2 cases entre elles, des cases au sein d'une bande, les bandes entre elles, les bandes au sein d'une page, les doubles pages, et c'est une espèce de fuite en avant comme ça jusqu'au dernier tome de ta série en fait. Tout est censé être lié en BD, donc il faut tout penser ensemble. Donc quand on repasse du webtoon, le webtoon qui est donc un scroll infini et où on pense en épisode, on passe du webtoon au papier. Tu es obligé de respecter l'unité page. Une page, ça a un début et une fin. Tu peux pas couper au milieu d'une séquence de cases. Tu peux pas laisser les gens sur une espèce de phrase pas finie. C'est comme des paragraphes et des phrases entre elles, en fait, au sein d'un roman, par exemple. Même si le lien est un peu moins fort qu'en BD. Donc il y a vraiment ça, si tu veux. Il y a ce côté où, à partir du moment où tu le passes en papier, tu joues le jeu du papier. Et en l'occurrence, un des trucs aussi auxquels, et en tant que fanzineuse aussi quelque part, en pensant l'objet auquel on tenait vraiment, c'est que quand les gens auraient donc déjà, tu as plein de plus-values. Tu as un vrai Pantone, en fait. Tu as le Pantone fluo, dont je veux que ça s'appelle le Pantone colossal, au passage. Le Pantone fluo, le tranche-fil, etc. Et je veux que les gens prennent le bouquin en main et, en fait, le manipulent. Parce qu'on a caché des petits œufs de Pâques, on a mis plein de bonus qui n'étaient pas possibles en ligne. On a vraiment joué le jeu du truc. Enfin, tu vois, là, par exemple, il y a Jade sur la couverture, elle arrache son collier. Et là, en fait, tu vois des petits chibis où elle perd son collier. Si tu déplies la couverture,
Tu as les personnages je sais pas si on le voit bien, tu as les personnages qui vont récupérer les perles du collier, quoi. Donc c'est plein de petits trucs comme ça, de la même façon que pour le collector. En fait, on a une jaquette qui est amovible et il y a 2 couves. Il y a celle-ci, donc où l'héroïne présente un peu son côté aristocratique au monde, et à l'intérieur, en fait, c'est une aristocrate qui fait de la muscu. Donc ça, c'est le principe de la série au passage. Et donc voilà, si vous manipulez l'objet, si vous le prenez en main, même c'est un collector, on m'a dit aussi l'autre compliment, c'est qu'il est léger. Le papier est bouffant, il boit pas trop d'encre, mais surtout c'est pas une pavasse. Parce que des fois il y a des livres, tu as l'impression qu'ils se vendent au poids, quoi. Donc un collector léger, facilement prenable en main, on veut que ça soit lu. Et lu en fait tel que c'est. Donc là, a priori, le pari, il est réussi. La concurrence nous dit, le bouquin, il est réussi. Et par ailleurs, il y a des gens qui le découvrent sur le festival, en tant que bouquin. Ouais. Donc, qui n'ont pas connu le webtoon, qui ont ce côté effectivement un peu réfractaire, genre « Ah non, mais moi, le téléphone portable, je ne saurais pas trop et machin ». Par contre, ils voient le bouquin et ils sont convaincus par le produit. Et c'est ça que tu disais sur le papier. Le papier aussi a une importance. Oui. Parce que toi, objet physique, sur l'objet physique, toi qui fais beaucoup de couleurs, il ne faut pas que ça bave, il faut pas que ça... Et puis, le papier est un peu plus glacé aussi sur le tien, et moins sur Colossal. Et il faut que ça respecte quand même ce choix de couleurs. Mais elle a tout dit, elle a super bien répondu, quoi. Une BD, c'est un objet. Oui. C'est un objet, donc il va être manipulé. Et il faut que tu aies envie de le lire. Donc il faut qu'il te donne envie quand tu le croises dans un magasin. Il faut qu'il t'attire, qu'il y ait un eye contact avec la couve, etc. La couve est vachement importante d'ailleurs. Il y a énormément de BD dont les couves sont faites par quelqu'un d'autre que celui qui a fait la BD à l'intérieur. Voilà, ça c'est un peu de la... Je ne sais plus comment on appelle ça, il y a un cover designer. Cover artist. Ouais, cover artist, Aux États-Unis en tout cas, ouais. Ouais, ils le font beaucoup. J'ai eu la chance d'ailleurs sur Albator, ça a été publié aux États-Unis et j'ai découvert le monde des variantes covers, ce que je ne connaissais pas du tout, quoi. Donc il y a eu plein d'artistes américains qui sont venus, qui se sont accaparés mon album et qui ont fait une couverture à eux, quoi. Ah ouais, c'est rigolo. Et des gens super connus en plus, tu vois, donc tu te retrouves comme ça avec une couverture d'un mec connu et à l'intérieur, c'est une BD que tu as faite, quoi. Donc c'est rigolo. Enfin, du coup, tu peux avoir cet écart-là. Donc il faut déjà ce contact couverture qui est important. Et puis il faut que l'objet il soit beau et qu'il plaise entre les mains de la personne. Il faut qu'il la lise, mais il faut qu'éventuellement il la relise. Parce qu'on ne se casse pas le cul à faire une BD en 2 ans de notre vie pour que ce soit lu en 25 minutes et qu'on ait les retours Amazon pour dire « Ah, c'est bien, mais ça se lit vite. » Ben oui, d'accord, mais ça peut faire autre chose que d'être lu. Hein. Ça peut être regardé un petit peu plus aussi. Hein. Alors, tu ne peux pas l'imposer au lecteur. Tu peux dire « Attention, je vous surveille, il y a une petite caméra, vous êtes obligé de passer au moins 2h30 sur mon album. » Mais voilà, il faut que, comme tu as dit, toi, les petits easter eggs avec le collier et tout, tu aimes à chercher ça aussi. Ouais. Moi, Enlever les jaquettes de manga. Voilà, c'est ça. Par exemple, je me régale moi, quand les lecteurs viennent et me disent « Ah, c'est la 3e fois que je le lis, je viens de découvrir ça que je n'avais pas vu, que vous aviez caché, il y a une raison. » Ben ouais, évidemment, il y a une raison. C'est un temps de lecture qui est différent. Et c'est génial, le double temps de lecture, quoi. Et même s'il peut y avoir des triples et des quadruples, c'est encore mieux. Donc voilà, tout ça, ça fait que c'est un objet. Donc il faut le penser comme objet. Il ne faut pas le penser comme juste des captures d'écran d'un dessin animé, d'un animé comics ou juste mettre sur papier un scrolling que tu avais fait. Il y a tout un calcul de qu'est-ce que tu mets par page, etc. En tant qu'auteur de BD, on est vraiment tributaire, encore une fois, de l'objet fini, du support final. C'est-à-dire que plus que par exemple un auteur de roman, si tu as un interligne qui foire, si tu as un paragraphe qui est décalé de je sais pas quoi, tu vois, c'est pas très grave, ça se lit quand même. Tu peux passer aussi avec une typo peut-être un peu pourrie en numérique, machin. L'adaptation roman numérique, ça se fait très rapidement en fait. Tu balances ton PDF grosso modo. En tant qu'auteur de BD, si tu as une donnée qui couille, tu es vraiment dans la merde. C'est-à-dire que, je sais pas, justement, tu choisis un papier un peu trop bouffant, les couleurs elles sont toutes bues, soit ça bave, soit c'est trop pâle, soit c'est machin. Enfin, et ça devient illisible, ça devient gênant à la lecture en fait. Vraiment en tant qu'auteur de BD, et ça on a tendance à l'oublier. C'est pour ça que pour moi l'expérience Fanzina elle est précieuse parce qu'on pense la chaîne du livre de bout en bout, de la conception à la vente, et tu mets vraiment les mains dans le cambouis de la conception du bouquin. Et que tu sais du coup vraiment foncièrement que il faut tout gérer. Il y a plein de données à gérer, il faut tout gérer, et que s'il y a un truc qui va mal, le truc devient illisible en fait. Ok. Est-ce que ça va au son ? Très bien. Merde. Je pense qu'on entend une petite musique qui vient de derrière. Je ne sais où, mais bon, ça ne me perturbe pas. Et en tant qu'auteur, c'est un régal d'être impliqué aussi dans ces choix, parce que c'est des choix malgré tout assez éditoriaux, quoi, pour la plupart du temps. Mais en tant qu'auteur, moi j'ai la chance avec Kana d'être vraiment impliqué dans le processus
de fabrication de l'objet, quoi. Mais tu savais que c'était être en A4 ou tu savais que c'est Ah non, toi non, qui ça je sais, ça. savais Oui, déjà, parce que les ça- planches, j'ai construit à la bonne taille, etc. Ouais. Oui, oui. Tu les avais fait, enfin, c'était en plus en A3 ou tu les avais Alors fait je l'ai fait en plus grand que ce que ça va être imprimé, mais Ouais. au moins à la bonne C'est ce qu'on proportion. appelle homothétique. Voilà, homothétique. Pourquoi Ah, homothétique, Homothétique, oui. un mot qu'on a appris dans le cri du mochi, le live Twitch où je suis apparu, n'est-ce pas? Ce qui signifie en fait prévoir en bonne proportion ce sur quoi justement ça va être imprimé. Mais encore une fois, tu vois, un truc, il aurait fait le truc pas à la bonne taille, il aurait fait plus large que long que machin, bah t'es baisé. Pardon, il y a un problème. Parce qu'en fait, tu savais que ton C'est format ce qui se c'était ça, passe quoi. quand il y a des versions étrangères de tes albums. C'est ce qui peut arriver. Notamment pour en parler des Américains tout à l'heure. Le comics, il est plus petit, donc le format est un petit peu plus petit. Les images sont réduites et on perd en qualité parce que le trait noir, il a la taille qu'il faut là. Alors que quand tu commences à le réduire, il commence à disparaître. Ça y a du crénelage. Là, voilà, tu as ça. Tu as le fait aussi qu'il soit plus assez épais pour vraiment maîtriser ton dessin. C'est l'impression d'illustration que de dessin de BD. Les textes, n'en parlons même pas, qui deviennent illisibles. Il te faut le microscope pour les lire. Toi, tu donc, bosses en tradi en plus? ça Non, dépend, les deux d'accord. en fait, les deux. Je fais Parce tous que mes ça- dessins en tradi, ouais. Ça, c'est Mais- un truc aussi classique, tu vois, d'auteur de BD, c'est que normalement, ton trait, tu le mets à part et tu le mets en résolution beaucoup plus grosse, en fait, que le reste de ton album, parce que potentiellement, justement, il y aura des agrandissements, des machins, des impressions, on enlève ta case et on l'imprime en grand, etc. Et donc, effectivement, si jamais tu as des problèmes de définition, là, c'est la mort, quoi. De toute façon, on va Il peut être continuer. imprimé comme ça, le mien, à peu près. On va Voilà, continuer d'en parler parce que on a un partenariat avec Stelio qui font des super suites et des t-shirts. Là, c'est le Hisoka, le Hunter x Hunter. Mais sur le salon, il y a des suites spéciales L'Attaque des Titans que je portais à l'émission tout à l'heure. Et donc, on va voir des pubs. Et on reprend, on parlait des traits et des grandissements, de comment vous faites dans les cases et comment tu le fais entre travailler aussi bien en digital que en peinture. Sur Albator, tu me disais que c'était, avant qu'on fasse la pub, tu me disais que c'était un peu les deux. C'est un peu les deux, ouais. En fait, j'aurais pu te les amener. Mes originaux, ils sont faits sur papier parce que j'aime le contact du papier, j'aime tenir mon stylo entre les mains et avoir la résistance de la table. Donc tous les dessins sont faits mine bleutée et ancrage noir. Et après, je scanne ça. Alors, c'est fait en très gros. Hein. Je fais pas de page originale, je fais Ouais. des cases originales. Un peu comme du dessin animé. En fait, c'est ça, quoi. Je fais du dessin animé, je fais les persos à part, je fais les décors à part, et après, je fais du compositing, je remonte tout ça. Donc, je fais tout de manière séparée, je scanne tout de manière séparée, je colorise tout de manière séparée, et je fais le compositing après. J'ai des cases dans Albator, je sais pas quel tome tu as là. Dans Albator, j'ai. C'est cher le contact du papier j'ai, quand même, hein, tu te fais chier. Hein. mais ça me donne en fait. Il y a beaucoup d'auteurs de BD qui me disent mais tu es complètement barjot parce que tu es en train de faire des choses, tu les vois même plus une fois que tu as écrasé, que tu as mis le perso devant, machin. Tu as fait du travail que tu vois pas à l'arrivée. Mais en fait, moi, ça me permet d'avoir vachement de liberté. Et alors, je vais rebondir avec quand même le thème principal du projet, c'est que j'adore quand il peut y avoir des cross-médias. J'adore quand la BD peut être autre chose, tu vois. Et j'avais vraiment demandé à ce que ces BD-là, comme elles viennent de Japanimation, il y ait une version trailer, quoi, une bande-annonce visuelle et animée de la BD, quoi. Et du coup, on a fait un peu le principe de dire on va transformer les cases en presque webtoon, animable, etc. J'en avais fait il y a une dizaine d'années comme ça de la bande dessinée numérique avec de très légers mouvements, tu vois, du zoom, Ouais, du motion du design, travelling, hein. des choses comme ça. Des trucs très simples. Et d'un coup, j'ai vu la société qui s'est occupée, qui s'appelle Timeline, s'est occupée de faire vraiment le trailer avec le choix des quelques cases. Et puis d'un coup, la neige s'est mise à tomber sur mes cases, tu vois. Quand j'avais la neige très figée ou la pluie, ça se met à bouger. C'est pas grand-chose, mais d'un coup, ça donne une profondeur beaucoup plus intéressante. Et ça, c'est d'autant plus possible quand justement, tu bosses comme je le fais, avec que des calques à part. Pour eux, c'est quand même très pratique de pouvoir les bouger les uns par rapport aux autres. Alors si tu prends tout d'un truc totalement écrasé, faut tout détourer, faut faire toute une usine à gaz pour arriver à faire des animations sympas. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien travailler et ça me donne beaucoup de degrés de liberté de le faire sur plusieurs calques. J'ai une image comme ça, c'est mon record absolu dans Albator tome 3, où j'ai plus de 200 calques. Voilà. Pour l'image, pour juste une seule image, quoi. Et pour Il y une a seule 200 calques, ouais. Voilà, je suis pas sûr qu'on les voit tous, mais Je vois que c'est la même chose sur Akira quand il bossait en anime, justement. Il y a littéralement des Ah oui. décors où Ah tu as. ouais.
Enfin bref. Au passage, juste pour rebondir là-dessus aussi, on n'a tellement pas prévu, on parlait de crénelage, de traits, etc. On n'a tellement pas prévu de le faire en papier au bout que Diane, en fait, il y avait des trucs où elle a juste écrasé les fichiers. Donc en fait, tu avais tous les couleurs, les machins, ce qui n'est pas GG en fait. Ah oui, avant de elle mettre là. a Ah oui. juste, en fait, vraiment, au bout d'un moment, elle a gardé les fichiers PSD avec les calques séparés, etc. Mais genre, les premiers chapitres, elle était en mode ouais, de toute façon, il n'y aura pas d'adaptation papier. Bim, écrasé. Moi, je sais, genre, mais Diane, tu fais jamais ça. Même si tu comptes ne jamais le faire ailleurs et machin, c'est genre, je connais aucun dessinateur qui fait ça. Mais elle, c'est une espèce de punk en fait. Elle a fait genre ouais, vas-y, je m'en fiche. Et par ailleurs, il y avait des trucs de compression justement où elle a dû redessiner parce qu'il y a certaines cases du coup qui étaient forcément agrandies. Et comme elle avait pas le fameux truc que je disais, genre le trait à part, normalement, je crois que c'est du 1200 dpi, un truc comme ça, ce qui est une très très grosse résolution, juste sur le trait. Elle a dû se taper le travail de redessin parce que effectivement, tu voyais un petit peu de crénelage en fait. Donc le crénelage, c'est quand vraiment le trait il fait genre quand tu l'agrandis. Quand tu l'agrandis, ouais. Ce qu'il peut y avoir sur certaines collections de webtoons où tu vois ce crénelage parce qu'ils ont agrandi l'image. Oui, parce que c'était un fichier. Mais parce qu'il n'y a pas eu de retravail. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de retravail de l'auteur derrière, quoi. Ce que je comprends aussi dans une certaine mesure, parce que tout se paye, tu vois. Si l'auteur a déjà bossé dessus, doit rebosser dessus, normalement il devrait toucher quelque chose dessus, tu vois. Mais si c'est un truc, ça c'est l'autre truc aussi, c'est que c'est fait un peu à la va-vite de nos jours. Il y a déjà pas mal de webtoons papier, il y en a de qualité, mais on commence à en voir qui sont vraiment pourritos. Moi, les libraires, ce qu'ils m'ont dit par rapport à Colossal, c'est genre, ça sort du lot, même par rapport aux autres webtoons papier, en fait. Et c'est ce qu'on voulait. Encore une fois, je voulais pas le truc cheapos, je voulais pas qu'on dise genre, oui, mais j'ai pas envie de l'acheter parce que ça fait. On sent que c'est une adaptation sur le format BD. Ouais, mais aussi. J'ai l'habitude de lire les deux. Non, mais tu vois, il y a des adaptations. Ouais, mais il y a des adaptations webtoon, tu vois, où déjà on me dit, voilà, il y en a qui sortent avec des images floues, il y en a qui sortent. Quand je te dis qu'il y a un paramètre qui déconne dans l'objet final et que ça devient illisible, je déconne pas, c'est vrai. Donc des images floues ou alors des adaptations un peu mal pensées pour la page, c'est-à-dire que tu vois des grandes pages blanches avec des espèces de mini carrés qui s'enchaînent, c'est genre, oui, mais d'un seul coup d'œil, tu regardes ça, c'est pas de la BD, c'est pas de la bonne BD. Ouais. Donc vraiment, il faut y penser, il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis, il faut bosser de fou parce que, moi j'ai un peu peur de j'adore ce médium, je veux absolument qu'il y ait une pérennité pour ça, mais je veux pas qu'il y ait un effet de mode et des gens qui déboulent en mode allez, il y a de la thune à se faire, go 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 go, et ils en impriment tu vois, au quintal, au poids comme je disais. Et au final, on se retrouve avec un marché saturé et en plus une image du truc où on se dit bah oui, mais en fait c'est un peu de la merde, tu vois. Là où il y a une volonté un peu politique pour Colossal, c'est que on voulait, Diane et moi en fait, que même côté webtoon papier, ça sorte du lot. Et ça sort du lot a priori parce qu'encore une fois, on a des retours qui nous disent l'objet il est cool. Et c'était tout ce qu'on voulait en fait. Et c'est ce qui fait aussi que moi, en tout cas, politiquement, j'ai envie de dire, parce que déjà en fait en webtoon, commence à y avoir des éditeurs qui font que de la licence, comme avec le manga, tu vois. Ouais. En mode, voilà, on va choper pas cher, on va imprimer à tour de bras, puis on va voir quelle marge on peut se dégager, tu vois. Moi, avec Colossal, je voulais que ça soit un éditeur français pour un webtoon français, avec des autrices françaises qui sont impliquées et culturellement où ça a du sens. Tu vois, tu me parlais de la meuf de Let's Play, pour raccrocher les wagons. Tu parlais de la meuf de Let's Play qui fait ouais, ça n'a pas de sens, je l'ai fait en ligne et je vois pas l'intérêt d'un papier. C'est normal. Parce qu'au début, c'était édité chez un éditeur américain qui a pris et qui l'a... Qui a webtoonisé les planches, quoi. Ouais, qui a webtoonisé ses... Non, qui a mis en BD, quoi. Oui, d'accord. Mais bon, après... Mais si tu veux... Mais du coup, elle comprenait pas l'intérêt... parce qu'elle l'a fait en mode c'est disponible pour tout le monde. Et vu que c'est disponible, elle comprenait pas l'intérêt. Jusqu'au moment où elle arrivait à l'objet final, elle fait... Ah ouais. Ah d'accord. Bon, elle a quand même pas totalement et quand elle a vu l'objet final, elle fait c'est marrant. Mais en même temps, il y avait cette j'ai une autre reconnaissance et je vais peut-être toucher un autre public. Oui, normalement, tu le fais pour ça. Tu le fais parce qu'il y aura des gens qui vont pas lire en ligne, il y aura des gens... Et à côté de ça, moi en France, à quoi je tiens absolument, toujours dans mon côté un peu allons enfants de la patrie, tu vois, c'est qu'on a un réseau de libraires en France qui est extrêmement actif, qui est extrêmement professionnel, qui est qualifié, qui a du goût, qui est prescripteur.
ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en Corée. Les Coréens, en fait, ils n'ont pas du tout le même marché papier que nous. Et pareil, aux États-Unis, en fait, tu as des librairies qui sont, mais voilà, qui se massent un peu, je crois, sur les côtes. Mais globalement, c'est Amazon qui gère tout ça, en fait. Tu vois, c'est genre, ça, c'est quasiment que numérisé, digitalisé. Moi, le lien communautaire des libraires au sein de leur ville, les grandes, les petites, les moyennes librairies, en France, moi, j'y crois profondément, tu vois. Et en l'occurrence, on veut bosser absolument avec les libraires. Et on a de vrais coups de cœur, on a de vraies rencontres, on a de vrais coups de cœur. Au-delà encore du public, moi, c'est eux aussi que j'ai envie de convaincre, tu vois. Et en l'occurrence, là, ça a l'air de se produire. Et j'adore ça, parce que j'aime ce lien communautaire que permet aussi le monde physique et la BD papier. Il y a la même chose sur Internet, mais le monde physique, c'est cool aussi, quoi. Ouais. Et c'est aussi le côté, le côté avec les libraires, tu as fait tellement de dédicaces, Ah oui, tu as fait c'est beaucoup important, de dédicaces c'est important, que ça a un petit peu impacté aussi tes faut être présent. Quand tu fais de la BD, il faut être présent derrière pour la défendre, ta BD. Donc, alors c'est vrai, tu as une place que tu peux prendre maintenant sur des réseaux sociaux, sur un univers numérique. Mais on l'a vu avec le confinement. Hein. On l'a vu, on a été malheureux comme des pierres, tous les auteurs et même tous les lecteurs, de ne pas avoir la possibilité de se rendre dans les librairies. Regarde l'explosion des libraires pendant et après le confinement, quoi. Ouais. Les gens qui voulaient absolument que les librairies rouvrent, etc. On a un lien en France qui est particulier, tu vois. On avait fait un truc rigolo pendant le confinement, on avait fait des Daddy Live, on avait appelé ça. Donc le principe, c'est que les gens, c'était un libraire qui organisait ça avec un auteur. Il organisait une séance de dédicace qui était filmée, un peu comme toi aujourd'hui, là, c'est filmé. J'avais ma caméra chez moi, je faisais une dizaine ou une quinzaine de dédicaces en direct et les gens se connectaient au live et posaient des questions et je répondais pendant 1 heure et demie. Le temps de passer une dizaine ou une quinzaine de dédicaces. Sachant que les gens commandaient les albums et laissaient leur nom et tout. Donc il y a eu en fait des succès incroyables, quoi, parce que je suis monté jusqu'à des émissions où je faisais 250, 300 albums qui étaient commandés pendant l'émission, quoi. Après, il fallait que je les fasse à la maison. Évidemment, je ne le faisais pas pendant l'émission. Mais ça permettait des trucs géniaux. Il fallait se réinventer, de toute façon, on n'avait pas le choix. Hein. Pendant le Covid, il fallait trouver des solutions. Et c'était vachement sympa parce que les lecteurs, au lieu de venir et d'avoir 5 minutes en présentiel avec l'auteur et de repartir avec leur album dédicacé, et ils ont posé une question et pas plus, ben là, ils pouvaient rester 1 heure et demie, entendre les questions des autres, vraiment communiquer, éventuellement poser les leurs. Donc ça, c'était vachement sympa. Et on s'est dit, putain, mais c'est tellement bien qu'on va retourner en librairie. Dès que ça a ouvert, on est retourné en librairie, parce que le contact humain... Et par ailleurs, en ouf, France, on a une vraie politique d'auteur en fait côté éditeur, tu vois. C'est-à-dire que c'est un truc qui manque selon moi à la plateforme Webtoon, Never, etc. C'est que c'est le contenu et le flux qui sont mis en avant. Ils sont toujours à la recherche de nouveaux contenus, un peu comme Netflix. Netflix, tu peux être Scorsese ou Jean-Paul Nobod, tu seras à peu près traité pareil. De toute façon, tu as utilisé le mot. Le mot, c'est contenu. Oui, donc, et pas auteur. Auteur. Mais là, en l'occurrence, tu vois, moi, ce à quoi je crois et ce à quoi j'espère que le papier va nous aider pour Colossal, c'est justement ce côté mettre un nom derrière associer un nom en fait à la série, à machin, et d'avoir une vraie politique d'auteur dans le sens où ça vient de, tu sais, on est dans le monde des IA, des NFT, des machins, c'est genre voilà un vrai être humain qui a produit ce truc, c'est sa vision de la vie qu'on vous amène, et en plus on peut rencontrer les gens, et ça c'est vraiment hyper cool. Et enfin oui, la notion d'auteur, elle est née en France, elle est née au XVIIIe siècle avec Beaumarchais, et c'est une notion qui selon moi est extrêmement française, et où en fait les gens apprécient. Quand tu suis un auteur plutôt qu'un contenu, ça veut dire que si jamais demain on se lance dans autre chose que Colossal, Diane et moi, on va reconnaître nos noms et ils vont se dire ça, j'ai lu jusqu'au bout, j'ai bien aimé, j'aimerais refaire un voyage avec elle et au moins je peux être relax, je sais que peu importe où ça mène, j'ai envie de suivre. Ouais. Mais il y a un peu aussi ce truc-là que vous avez tous les deux, hein, c'est qu'en fait par rapport à ce que vous faites, il y a quelque chose qui est tangible et physique et avec ce rapport humain qui est là et qui ouvre aussi sur un autre public. Essentiel, ouais. Mais sans le rapport humain, tu n'as pas du tout le même rayonnement, c'est pas le bon terme, parce que ça fait promotion, mais impact. Mais il faut que tu passes du temps en tant qu'auteur. Enfin, je sais pas ce que tu fais, mais moi je passe du temps avec les gens qui me lisent, quoi. Ouais. Sur les réseaux sociaux, là en festival, tu passes du temps avec eux. Mais pas juste pour dire tu veux quel personnage. Encore une fois, passer du temps physiquement. Mais tu passes du temps vraiment à écouter ce qu'ils aiment, à partager la passion, etc. C'est des rencontres humaines. Moi, je l'ai dit toujours, c'est tout autant enrichissant pour les gens qui viennent nous faire dédicacer un truc que pour nous d'être
on a des boulots vachement solitaires, quoi. Ouais. C'est hyper solitaire de faire de la BD. Tu es chez toi toute la journée, derrière ta planche à dessin, derrière ton ordinateur, ça dépend comment tu bosses. Mais tu dis bonjour à tes enfants, à ta femme, à ton mec, et puis voilà, quoi. T'as fait le tour. C'est pas social. Si, t'as un peu de sociabilité avec ton éditeur. Mais bon, c'est une relation professionnelle aussi, tu vois. Donc c'est autre chose que de bien la vie sûr. de tous les jours, quoi. J'ai eu la chance, moi, avant de faire de la BD, je travaillais dans une grosse entreprise où je disais bonjour à au minimum une centaine de personnes quand j'arrivais le matin, quoi. Quand du jour au lendemain, tu te retrouves auteur de BD et tu es juste derrière ton écran, ça fait bizarre, hein. Et nous, on bosse pour les lecteurs. On bosse pas pour notre éditeur, on bosse avec notre éditeur. Mais on bosse pour les lecteurs. Donc quand on a la chance d'être avec eux, putain, il n'y a rien de mieux que ce contact physique-là. C'est un moment physique, privilégié. C'est un moment privilégié d'échange, de partage, et tu vois pourquoi et pour qui tu bosses, quoi. Pour le moment, un peu, on vit vraiment dans une saucisse. Avec le confinement, on a quand même eu, justement, on s'est rendu compte à quel point on avait besoin les uns des autres et à quel point aussi on vit dans une société où le lien social se délite, en fait, où on a l'impression, en tout cas, que le lien social se délite. Et en fait, moi, en sortant justement de ces 2 ans de confinement, je me dis, j'ai envie à nouveau de recréer du lien. J'ai envie d'aller dans le monde physique, j'ai envie d'aller rencontrer des gens, j'ai envie de passer, effectivement, passer physiquement du temps avec les gens, comme dit Jérôme. Enfin, c'est ça, vivre, en fait. C'est ça, la vraie vie. Parce que Internet, c'est très bien, mais pendant 2 ans, on s'est tapé Internet, on a vécu quasiment que comme de purs esprits, en essayant vaguement d'oublier nos corps, etc. Mais là, c'est genre... il faut à nouveau rentrer dans le monde, s'engager au sens premier du terme. D'ailleurs, au niveau du... Vu que c'était publié toutes les semaines, et du coup là ça arrive, et toi c'était pareil, au niveau du travail, ça nécessite combien de taf, le temps de travail aussi bien... on va parler sur Senseiya sur la dernière plutôt, et au niveau du taf, c'est quoi Sur Senseiya, il y a eu 2 étapes. Un peu aussi, alors Senseiya c'est un peu compliqué parce que comme c'est une licence, il y a des ayants droit derrière. Et donc, il a fallu qu'on passe beaucoup de temps. On a passé 6 mois de ce qu'on appelle la pré-production, c'est-à-dire arriver à converger vers une charte graphique qui satisfasse les ayants droit, qui ne marche pas sur les plates-bandes des autres ayants droit, parce que c'est une licence où il y a plusieurs ayants droit. Et nous, on est vraiment en accord avec Maître Kurumada. Donc, c'est une adaptation de son manga et pas de la version animée de Toei et Bandai. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Et 6 mois à peu près. Et l'album lui-même, j'ai mis 1 an et demi à le faire. Donc c'est vrai que des petites parutions toutes les semaines, c'est sympa. Alors c'est très contraignant, hein, mais je pense que voilà, ça, vous êtes. Ça a dépoté. Tu en parleras bien mieux que moi. Moi, je suis plus tranquille entre guillemets, tout seul à faire mon boulot dans mon coin. Mais c'est vrai que tu as un manque de retour, quoi. Tu as un manque de la motivation. Peut-être que vous la trouvez aussi quand tu publies toutes les semaines et que tu as un gros buzz parce qu'il y a un chapitre, un épisode qui est meilleur qu'un autre et tout, qui est bien pris et tout. Ça va te booster, ça va te donner de la force. Moi, tu sors les rames pendant 1 an et demi, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas si tu vas recevoir des tomates parce que tu as touché un mythe et que tu l'as mal fait. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire de la BD. Et ça m'a pris à peu près 2 ans ce tome 1 de Senseiya. Et les tomes suivants, ils vont me prendre à peu près 1 an et 2 mois à peu près pour être réalisés. Donc c'est vrai que c'est long, hein. Pour ça, quand j'entends, je l'ai lu en 10 minutes, un quart d'heure, c'est bien. Ben non, ce serait bien que tu lises un peu plus comme ça. Et c'est vrai, moi j'ai connu ça aussi, hein. J'ai fait 15 ans de BD papier, j'ai connu exactement ça. Tu es tout seul, tu bosses dans ton coin, le truc il prend 1 an, 2 ans, parfois 5 ans en fait à se faire. Tu es vraiment juste dans ton truc en te disant je sais pas comment ça va être reçu. Et en vrai, moi en tout cas, j'ai jamais été une autrice qui a beaucoup vendu. Et les gens découvraient en festival, ils étaient en mode, ils veulent bien tenter, mais c'est pas génial en termes de retour non plus, puisqu'ils n'ont pas lu le truc. Donc éventuellement, ils peuvent revenir le lendemain en disant ouais, c'était sympa, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, pendant 15 ans, en fait, j'ai quasiment eu aucun retour sur ce que je faisais, à part les collègues, les éditeurs, les machins, ce qui est sympa. Mais c'est pas des vrais gens, entre guillemets, c'est pas le public. Et donc c'est vrai qu'avec Colossal, le retour public, ça a été complètement fou d'avoir justement cet engouement de semaine en semaine, des réactions en live. Ça peut être un piège aussi, évidemment, il faut pas se laisser prendre. Donc quelque part, d'avoir été dans une espèce de sas de 15 ans de BD à n'avoir aucun retour, c'était très bon pour moi.
parce qu'au moins, s'il y a quelqu'un qui est en mode c'est nul ce que t'as fait, t'es là genre c'est pas très grave. Parce que justement, il faut garder un peu le cap en mode non, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux dire et je vais pas, m'azimuter complètement en suivant n'importe quelle boussole de n'importe quel pécor sur internet qui va me dire qu'il aime pas quoi. Ce que j'ai dans le Colossal, tu expliques, il y a une mini-interview de vous deux avec Diane, et tu expliques qu'en gros, il y a les 2 premiers jours, tu fais le canevas du chapitre, et après, les 3 autres jours, c'est Diane qui fait toute la prod, qui fait toute tout la le prod, reste. et jusqu'au moment où la publication arrive. Quoi. Ouais, en fait, la blague, c'est qu'on avait des épisodes d'avance qui ont été bouffés très très rapidement parce qu'on a fait des épisodes supplémentaires. On a voulu tester justement, jouer le jeu de côté communautaire, etc. On a fait notamment le tome 2, vous verrez, il y a un épisode du 1er avril qu'on a fait en bonus. On comptait pas le faire et puis on s'est dit, vas-y, ce serait trop drôle. Donc on s'est un petit peu moqué des tropes webtoon en fait, des isekai, je suis la vilaine réincarnée dans un autre monde de je sais pas quoi, blablabla. Enfin, donc ça c'est assez rigolo, on s'est dit ce serait épique en fait de le faire. Mais ça nous a fait perdre du temps et donc prendre du retard. Et donc au bout d'un moment, on était en flux tendu, c'est-à-dire vraiment la vie de mangaka, t'as vu. Donc lundi, effectivement, on avait quand même canvassé avant. C'est-à-dire on avait le début, la fin, le milieu. On avait des trucs charnières en fait qui amenaient les différents événements liés les uns aux autres. Tous les 10 épisodes à peu près, on se réunissait pour repréciser encore ce qui se passait, vers où ça allait. Parce que le truc, justement, si on parle d'épisodes en webtoon, on peut aussi parler donc d'arche narrative, qui est un terme de série télé, où tu as une tension qui est gérée et puis une tension qui retombe au bout d'un moment. Et de saison, vraiment, en fait. Donc il fallait vraiment penser en termes de tout ça. Et effectivement, début de semaine, j'essaye de préciser un peu ce fameux canevas, donc qui était un peu un bullet point en fait, genre il y a ça qui se passe. Et je pouvais pas tellement plus préciser pour Diane parce que le côté souplesse, je pouvais pas lui faire un scénar de BD parce qu'encore une fois c'est un autre temps, c'est beaucoup plus long la BD. Donc je pouvais pas tout lui détailler en mode case 1 il se passe ça, case 2 il se passe ça, etc. Parce que ça allait la bloquer côté storyboard. Et le nerf de la guerre en webtoon, c'est le storyboard. Il faut gérer le rythme, il faut gérer les plans, il faut machin. Donc je passais le canevas à Diane, qui faisait le board et qui mettait des dialogues. Moi, éventuellement, je repassais encore derrière, je bidouillais des trucs, je changeais éventuellement des plans de temps en temps, etc. Des fois, pas du tout. Après, c'était go jusqu'à la fin de la semaine, genre bim, ancrage, couleur à plat, machin et tout ça. Et dimanche 16h, posté. Et ça, par contre, c'était un truc où on n'a jamais loupé le rendez-vous. Dans le sens où il y a eu des moments où il y a eu des pauses, mais à chaque fois on a dit là on peut pas. Si tu loupes en fait ce rendez-vous de 16h, enfin de n'importe quelle heure, peu importe, mais si tu le loupes, t'as perdu tout le monde. Enfin, c'est vraiment un gros faux pas en fait. Non mais t'as le droit de... c'est pour ça que c'est la pression quand même. Non mais t'as le droit de prendre des pauses. Sincèrement, tu peux dire... Pour le coup, la communauté Webtoon, elle était adorable, vraiment très saine. C'est pas du tout la communauté YouTube. Parce que quand tu annonçais en mode cette semaine désolé pas d'épisode, c'était genre oui repose-toi, n'hésite pas, il n'y a pas de souci, blablabla. Par contre il faut prévenir, c'est de la politesse de base en fait. Et il faut préciser, parce qu'il y a une question qui est dessus, elle dit c'est sur quel est le revenu mensuel pour un webtoon. Vous, le vôtre, il est gratuit. Alors on est payé quand même. Il y a deux parties sur Webtoon, il y a les Originals et il y a les Canvas. Canvas, c'est n'importe quel amateur. Toi, tu peux te créer un compte, commencer à poster des Webtoons, tu ne seras pas payé pour, mais tu peux bidouiller et des fois, tu peux te faire repérer. En fait, ça sert de recherche et développement et de labo en fait, pour Webtoon Never. Et après, le Originals, en fait, on avait participé à un concours avec Colossal, le tout premier concours de Webtoon qui avait fait un appel à projet. Diane a publié du coup les 3 premiers chapitres, donc qui correspondent effectivement aux 3 premiers chapitres du bouquin. En ligne. Elle a gagné le concours dans la catégorie comédie et avec le prix du concours était un contrat de publication. Donc il y a des façons de payer sur la plateforme Never. Donc il y a effectivement, tu peux acheter toute une série finie d'un coup en payant avec des coins, etc. Tu peux avoir ce qu'on appelle des fast pass, c'est-à-dire sur certaines séries, il y a des auteurs qui arrivent à faire plusieurs épisodes d'avance. Donc si tu es arrivé à un bout dans la série mais que tu veux avoir les 3 épisodes suivants, tu peux les acheter. Il y a la pub, enfin il y a différentes façons sur lesquelles ils se refont à peu près. Après ils sont quand même à perte, on va pas... Mais ils commencent en France, c'est une industrie multimillionnaire en Corée. Ça fait depuis longtemps que ça existe, c'était début des années 2000 en fait, quasiment que ça s'est mis en place plus ou moins. Donc, et ils ont des antennes à peu près partout, aux États-Unis, donc en France, en Allemagne, etc. Donc voilà. Et en France. Donc on était payé. Donc tu reviens à l'histoire du revenu.
C'est pas payer des masses. Ouais. Par contre, c'est du revenu fixe. C'est-à-dire que c'est payé en flat. C'est-à-dire que normalement, en BD classique, tu es payé en avance sur droit d'auteur. C'est-à-dire que tu touches un pourcentage normalement par livre en tant qu'auteur. Sur le prix d'un livre, dans le camembert, tu touches 8, 10, 12%. Voilà. Mais l'éditeur, tu vas voir un éditeur parce que pour faire une BD, ça prend un certain temps. Tu as besoin de bouffer en attendant. Donc l'éditeur va te donner ce qui s'appelle une avance sur droit. Donc à peu près ce que tu vas faire comme thune sur le bouquin. Et après, tu retardes encore. Et après, les tu droits rembourses dessus, en ouais. fait. Tu rembourses d'abord ton avance et après, tu touches tes droits seulement. Ça, c'est en édition classique. Là, ce qui était bien avec Webtoon, c'était que déjà, ils n'étaient pas gourmands en droit, c'est-à-dire droit audiovisuel, droit étranger, etc. On les a conservés, droit papier. Et chaque épisode était payé en flat, c'est-à-dire c'était pas beaucoup, donc c'est autour de 500 balles, 500 €. Mais au moins, la somme, elle est payée pour la fabrication et t'es pas censé la rembourser sur tes recettes ok. futures, etc. Ça, c'est vachement bien. C'était comme ça qu'étaient payés justement les auteurs de BD franco-belges. Je parlais de prépublication tout à l'heure, mais dans les magazines de bande dessinée, les auteurs de BD avaient un statut de journaliste, ils avaient une carte de presse et ils étaient payés du coup par chapitre qu'ils faisaient publier dans les Spirou, les machins, etc. en flat, donc à la production. Et dès que leur album sortait, ils étaient payés directement avec leurs droits d'auteur. Ils n'avaient rien à rembourser. D'accord. Non, mais c'est. Ouais, bah, Et ça, c'est très Sympa, bah bénéfique. ouais. C'est intéressant, extrêmement vertueux en fait comme système. Bon voilà, moi je vais devenir éditrice Webtoon chez Dargo. Je pense pas que ça va être le même parce que malheureusement voilà, c'est quand même une boîte, c'est une boîte classique justement en franco-belge et ils vont bosser en avance sur droit aussi. Néanmoins, Et parce qu'il faut que ça reste, mine de rien, bah là on parle d'adaptation, il faut Ouais. que ça reste sur l'objet. Ouais. Donc dans tous les cas, la finalité, ce que font la plupart des éditeurs, c'est qu'il y a une finalité qui arrive en objet après. Donc c'est ça qu'on... Oui, enfin oui. On pourrait aussi faire. Le Webtoon, c'est une industrie qui est uniquement numérique. Ils n'en avaient rien à fiche du papier en fait. Et ils en ont à peu Ouais. près toujours rien à Mais fiche c'est dans le qu'on sens aime- où on aime- c'est leur spécialité. On a quand même une spécificité française. Oui. Sur, On aime le papier, sur- mais après, j'aimerais attirer l'attention. rapide. Très rapide. Il y a une crise du papier en ce moment. Ouais. À cause d'Amazon, à cause des cartons, à cause des machins. Et tous les éditeurs qu'on était allés voir pour Colossal nous disaient là, ça va être chaud, le papier, ça va augmenter, etc. Donc tout le monde est flippé. Ça ne veut pas dire que le papier va disparaître, ça ne veut pas dire que le livre papier va disparaître, mais je pense que là, on est dans un marché en profonde transformation. Tout le monde est flippé et on est vraiment à une charnière. On va passer à autre chose. Je vous le dis ici maintenant, vous avez une exclue, ça va arriver, on va Et du passer coup, déjà, totalement il fait, à autre chose. Bon, alors moi, il faut que je finisse mon arc narratif sur Senseiya. J'en ai encore. Ouais, on a Putain, peut-être j'en ai on a encore peut-être pour encore un peu de 3 ans, temps. et Voilà. le dernier Non, il va on a sortir encore un peu juste de en temps, je numérique. pense. Ouais. Ouais, c'est ça, tu veux. Non, mais c'est très intéressant. On avait Très nous, le rapide, retour, on arrive à la fin. on avait le retour nous des versions numériques au Japon. Comme le format, on parlait du format de la BD, c'était le thème du truc. Le format, il n'est pas très adapté pour le marché japonais en l'occurrence. C'est pour ça que les Akita Shoten qui nous suivent disaient ouais, on aurait préféré un manga à la base, quoi. Du coup, ça sort en numérique là-bas, et uniquement en numérique pour Albator. Senseiya, ils l'ont sorti pour la première fois en version papier, bon, un petit peu plus petit que la version française, un peu version comics. Mais là encore, on sent que la culture japonaise, alors, tu parlais de la Corée tout à l'heure, mais au Japon, ils ont l'air de consommer énormément de numérique, Oui. ce qui est encore chez nous très loin d'être le cas. Je vous rappelle Très, que très Shonen loin Jump d'être le cas. est passé en ligne. Il y Ouais. a Shonen Online. Moi, je Ouais. pense que le Shonen Jump Et tel qu'on le Kodansha aussi, connaît ouais. va disparaître. Les catégories de prépublication de magazines vont disparaître aussi. Tout ce qu'on connaît de shonen, Ouais. shoujo, etc. Sur Internet, ça n'a pas de sens. Vous allez sur Webtoon, vous avez comédie, action, drame, etc. Ce qui, selon moi, est quand même beaucoup plus vertueux parce qu'on est très attaché à genre filles, garçons et machin. Qu'est-ce qui est shoujo, qu'est-ce qui est shonen, machin. Par contre, voilà, parmi les trucs qui vont arriver, c'est que je pense que Shonen, ils vont passer entièrement en ligne. Et pour tout le reste, voilà, ça va être. Et je pense que ça va être une autre discussion Voilà. sur la technologie et les adaptations. On pourra faire une autre discussion dessus. Merci à vous. Merci. Merci à toi. Plaisir. Rutil, Colossal chez Jungle. Et donc c'est paru là. Allez-y, c'est super chouette. Et Jérôme Alquier avec Albator et Senseiya chez Kana. Pareil, les deux, c'est des œuvres colossales. C'est sur ce jeu de mots que j'arrête l'émission. Merci encore de nous avoir suivis. Il y a d'autres émissions sur la chaîne Twitch du Festival d'Angoulême. Suivez-nous encore. Merci, à bientôt.